Cory Sandhagen surdomine Figueiredo, montre à nouveau qu'il est bien plus qu'un striker créatif et s'impose par TKO. On a un solide de Reader qui prend sa 3e victoire à l'UFC. Le crédit revient sur sa performance qui était vraiment bonne. Et évidemment, Mason Jones et Jeremy Stephens qui offrent le spectacle auquel on s'attendait. Et ça fait plaisir. On débriefe de tout ça juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Sous Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Nous tenions à prendre une minute pour remercier notre sponsor principal de longue date, Unibet.fr. C'est grâce à eux que nous pouvons continuer à consacrer autant de temps à produire ce contenu. Unibet.fr est le site qui t'offre les meilleures cotes sur les combats de MMA. Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. Grâce à notre lien en description, les copains d'Unibet.fr t'offrent un free bet allant jusqu'à 100 €. Très important, inscris-toi uniquement, vraiment uniquement, si c'est pour jouer avec une approche ludique et surtout responsable, avec un budget que tu définis, que tu es prêt à perdre. Comme nous, vois ça comme une opportunité d'être émotionnellement plus engagé dans les combats et de te renseigner davantage sur le sport qui te passionne. Brian, vas-y, qu'est-ce que tu as pensé du combat principal ? Bah écoute, moi je vous l'avais dit, j'avais sur des combats comme ça qui annoncent du très très lourd, des fois on a peur d'être un peu déçu et que ça aille dans le mauvais sens. Là, je pense qu'on peut être très satisfait. Ça a délivré ce qu'on attendait, je pense, tu vois. Ouais. Donc, on va peut-être déjà émettre cette question. Sur Twitter, j'ai quand même vu pas mal de gens qui se posaient la question de si Figueiredo était vraiment à 100%. C'est une question que nous, on avait relevée dans notre analyse d'avant-combat. C'est difficile à évaluer, je trouve, dans ce combat-ci. Ouais, après, voilà, on peut être capable de prendre une situation avec différents éléments. Je pense qu'on peut être capable de dire qu'effectivement, peut-être que Deiveson Figueiredo n'était pas à 100% et que de l'autre côté, on a un Sandhagen qui était magistral, tu vois. Ouais. C'est des choses qui peuvent arriver. De dire qu'il n'est pas à 100% ne veut pas dire qu'on va descendre la prestation de Sandhagen. Je pense qu'il y a plusieurs éléments, effectivement. Ouais, je suis assez d'accord. Effectivement, pour moi, c'est difficile d'estimer si on a fait un Figueiredo à 100% ou non. Mais Cory Sandhagen était vraiment bien préparé. Il a très bien combattu. Et pour ceux qui ont l'argument de dire que Figueiredo n'était pas à 100%, je pense que Sandhagen aurait quand même gagné, même avec une meilleure version de Figueiredo. Oui, peut-être. En tout cas, nous, on le voyait favori. Je pense qu'on le voyait un peu tous favori et au-dessus. Moi, je le voyais, personnellement, je ne le voyais pas être dominé autant, on va dire. Non, et c'est je ne difficile voyais à pas imaginer Figueiredo si peu briller, on va dire. Ouais. Et effectivement, oui, non, là, je pense qu'il y avait les deux éléments qui ont joué, clairement. Mais en tout cas, ça nous a offert je trouve, un beau spectacle, un beau combat, surtout forcément pour ceux qui aiment Sandhagen, je pense que ils étaient plutôt satisfaits d'avoir un finish aussi. Et puis voilà, cet entremêlage de jambes, c'est pas Sandhagen qui l'a lancé à la base, tu vois. Ce Sankaku qui va jusqu'à la blessure. Là, je pose quand même la question aussi. Est-ce que ce serait pas une erreur de Figueiredo ? On sait que Cory Sandhagen s'entraîne avec Ryan Hall. On n'a peut-être encore jamais vu Sandhagen vraiment dans une position de 50-50, mais c'est la grosse expertise de Ryan Hall. Donc, partir sur des leg locks contre Cory Sandhagen, c'est peut-être un mauvais choix. Ouais, ou une absence de choix, peut-être. Ouais, moi, c'est ça. Ou alors, c'est dans le moment, tu dis, OK, je me sens... J'ai pas de solution debout, parce que c'était vraiment ça. Figueiredo, à part quelques low kicks, qui était quand même relativement puissant, il a pas touché debout, j'ai l'impression. Il faut revoir le combat. Non, de frappe debout. Sa lutte dans les scrambles, c'est chaque fois Cory Sandhagen qui prend la position du dessus. Donc effectivement, une des dernières solutions, c'est on va aller voir ce que ça donne si j'attaque une jambe, quoi. Ouais, ça a été ça, je pense. Je pense que c'était un petit peu la seule ouverture qui était présentée par Sandhagen, parce qu'en termes de frappe, enfin voilà, il était à distance pour pouvoir envoyer des frappes qui étaient très puissantes. Franchement, son grand hand-point, il faut vraiment le souligner. On l'oublie, on a l'impression que c'est facile, mais développer autant de puissance, surtout en longiligne comme il est, je trouvais ça très très bon. Ouais. Et puis la seule chose disponible, comme tu l'as dit, je pense que c'était les jambes. Donc on a un Figueiredo qui s'est entrelacé là-dedans, mais je pense que on l'a bien vu, Sandhagen semblait très très à l'aise dans cette situation. Ah ouais. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, je dis purée, mais
vas-y, on laisse sa jambe et tout. Et puis après, j'ai vu en bas sur l'écran qu'il y a un mec qui disait sur Twitter qu'il s'entraînait avec Ryan Hall, tu vois. Ah, moi Donc, je me il y suis dit a... directement, dès qu'il est parti dans les jambes, je sais où toi, tu t'embarques dans un truc, ça va être difficile. Ouais, pour j'avais toi. oublié, tu vois, j'ai oublié. Et puis après, c'est vrai que bah ouais, quand il s'entraîne avec Ryan Hall, tu te dis, bon, bah le gars, il s'en fout. Il a Ouais, dû mais c'est défendre. peut-être pour ça que la jambe était disponible en fait. On peut partir Ouais. du principe que comme il est confiant en son jeu, si quelqu'un lui attaque sa jambe, il peut la laisser disponible en mode c'est un piège. Voilà, si tu pars dans Ah cette bah, direction-là, je vais t'avoir. 100%. Ouais. 100%, ouais, ouais. J'ai envie de revenir sur une petite anecdote assez marrante parce que j'ai rigolé pendant le premier round. Genre, la première fois que Corey passe en gaucher, donc il ouvre en droitier, il passe en gaucher, je vois Figueiredo qui passe en gaucher. Corey repasse en droitier, Figueiredo repasse en droitier. Puis j'ai pensé à ce que tu avais dit dans la preview, tu avais dit Figueiredo, il est très à l'aise en garde fermée. Et je pense que tu avais dit il y avait un combat dans lequel ça se passait vraiment, que c'était genre une danse. Chaque fois que l'adversaire switchait, ben lui il switchait aussi. Et donc maintenant que j'avais ça en tête, si vous voulez aller revoir le premier round, allez voir parce que c'est marrant. Et même dans le deuxième round, à chaque fois que Sandhagen switch, Figueiredo switch derrière. Et je trouve ça quand même intéressant de souligner parce que je pense que Sandhagen s'en rend compte dans le deuxième round et il joue de ça. Il switch, il envoie un low kick. Comme tu sais anticiper la réaction, c'est un peu ça le principe du MMA. C'est si tu feintes et que tu vois la réaction de ton adversaire et par conséquent tu dis si je refeinte ça, il va faire ça et donc je peux capitaliser dessus. C'est un temps d'avance que tu prends sur ton adversaire. Et je pense que Sandhagen avait lui ça entre le premier et le deuxième round. Il s'est dit tiens en fait à chaque fois que je switch, il switch. Et je pense qu'il y a deux moments où il switch et puis il envoie directement un low kick sur la nouvelle jambe avant. Et donc voilà, très belle lecture du jeu. C'est un petit détail, mais mais c'est vrai que c'est rare. Hein. C'est rare d'avoir quelqu'un qui change pour la garde fermée. Ouais. Il y en a comme ça qui changent de garde et qui veulent toujours combattre en garde ouverte. Ça oui. Donc ils se mettent en gaucher par exemple, tes droitiers se mettent en gaucher. Si toi tu te mets en gaucher, ils vont changer de garde pour avoir la garde ouverte. Et mais alors ça, franchement, c'est la première fois que je vois un combattant le faire, tu vois. C'est bien, hein. Enfin, il est pas où il est pour rien, tu vois. C'est bien, mais c'est assez étonnant. Ça peut être un peu déroutant et c'est vrai que Sandhagen l'a bien repéré. Ouais, et puis on en avait parlé, Sandhagen, il est passé 2 fois dans le Joe Rogan et il me semble qu'il parle justement du fait que selon lui, c'est un avantage de pouvoir switcher et que ce soit toi qui fasses le switch parce que du coup, tu peux anticiper, je vais changer la dynamique de combat. Donc j'ai une fraction de seconde pendant laquelle j'ai un temps d'avance sur mon adversaire. Je passe de droitier à gaucher. Donc je sais que je vais le faire et je sais que je vais passer en garde ouverte. Alors que mon adversaire doit d'abord se rendre compte que j'ai switché avant de comprendre qu'on est de nouveau dans une situation de garde ouverte. Là, DeVayson, c'était intéressant parce que chaque fois, il contre-attaquait ça en switchant lui-même. Mais finalement, on est allé un niveau plus loin et c'est là où Corey Sandhagen a pu gagner ce temps d'avance. La petite interview de fin était originale. Je ne sais pas si tu as vu, mais Michael Bisping utilise l'expression it's a shame que ça finisse comme ça. Ça finit en fait sur une blessure. Voilà, c'est le genou qui pop et puis il y a un TKO derrière. C'est n'importe quoi. Et ben voilà, Corey Sandhagen dit it's not a shame. C'est si tu sais pas combattre en 50-50, c'est ce qui se passe. Et moi je sais comment combattre en 50-50 et voilà ce qui s'est passé. C'est fou parce que t'imagines que là sur l'angle, enfin regardez la position, donc il remonte, il y a une torsion de genou. Il n'a pas le temps de taper, ça saute, il aurait pu taper. Mais tu mets Corey Sandhagen, tu le tournes à 360 degrés, on se retrouve sur une clé de genou, et il y a même pas de ligament qui saute, tu vois. Ça tape. En fait, la soumission, entre guillemets, elle est là, quoi. Ouais. Quand ça saute, ça saute. Il y a pas de... Il est là pour blesser, il est pas là pour... Attention, je risque de faire mal à ton genou, j'enlève ma jambe. Là, tu soumets personne si tu fais ça. Ouais, c'est étonnant. Si tu réfléchis comme ça, tu soumets personne. Surtout que c'est pas une blessure, c'est pas genre il se tord la cheville et t'as l'impression d'avoir rien fait entre guillemets dans la blessure, tu vois. Non. Ou là, on est quand même vraiment sur ouais. Mais en fait, il a fait un 2 en 1, je trouve, Sandhagen ici. Il sait qu'il peut se mettre comme ça et en plus de ça, il prend une position de contrôle au cas où ça pète pas ou ça tape pas, tu vois. Bah ouais, il est en train de travailler sur un renversement depuis la 50-50. On a un Figueiredo qui refuse forcément, et sauf que sa jambe elle est ni protégée par une seconde jambe, tu vois, ou quoi que ce soit, ça pop. Ça pop. Ouais, c'est l'action offensive de Corey Sandhagen qui amène à cette blessure et c'est un peu, on va dire, l'intention derrière ce mouvement de Sandhagen. Donc, je pense pas qu'il veuille blesser et faire mal par défaut, mais il sait que je peux comprendre.
Ouais, je peux comprendre après tu vois, tu peux être combattant, Bisping c'est un ancien combattant, et c'est clair que tu préfères toujours avoir une victoire nette et propre avec un KO ou une Ouais, soumission, tu vois. ouais, ouais. Mais là-dedans, personnellement, voilà, quoi, pour moi, c'était propre, quoi. Enfin, Mais t'as vécu ça en plus, dans ton troisième ou quatrième combat, deux. contre Pritchard. Tu le surdomines pendant 2 rounds. Ah Dans le oui, troisième, il part ouais, sur un calf slicer. Tu sors du calf slicer en son faisant genou péter son pop. genou et tu vas le mettre TKO derrière. Et voilà, c'est un peu entre les deux. Tu dis, OK, Ah il y ouais, a un c'est vrai, TKO. exactement. Enfin, Ouais, l'arbitre arrête sur les frappes, ground and pound, mais il se met en boule parce qu'il sent son genou qui ouais, a t'as pop raison, juste t'as avant. raison. Après, c'est clair que c'était un peu la même configuration, et je pense aussi que comment dire, bah, c'est aussi un chemin de sortie, tu vois. Ouais. Ouais. C'est un chemin de sortie pour Davison. On peut aussi se poser la question, voilà, effectivement, ça pop, mais t'en as il aurait gagné ses 2 premiers rounds, il aurait été en train de dominer. Je pense que il aurait peut-être cherché à continuer, tu vois. Ouais. Mm. Ouais, donc voilà, pour résumer, très belle victoire de Cory Sandhagen. On peut parler de la suite parce que Oui. ces divisions bantamweight étaient assez intéressante et complexe à la fois dans le sommet de la division. On a évidemment la Mm. revanche entre Sean O'Malley et Merab-Dvalishvili le mois prochain. Mhm. Sandhagen qui fait son call-out, ce qui est logique. Il y a Il a Peter fait qui Yan, comme call-out? il demande le title shot. Ah Il ouais, demande comme le ça, title shot. tranquille. Comme ça, tranquille. Bah, il est numéro 4, il bat le numéro 5. Par rapport à ça, tu dis OK. Son argument par rapport à Merab-Dvalishvili, c'est « Je suis le seul du top 5 que Merab n'a jamais affronté ». Un argument qui peut s'entendre. Ici, pour moi, le seul contre-argument, Ah, c'est ouais. Peter Yan. Bah ouais, j'ai C'est de le Peter dire. Yan. Et en fait, la difficulté, c'est que la revanche entre Peter Yan et Sean O'Malley, si Sean O'Malley prend la ceinture, ça m'intéresse à mort. Je vais être 100% Ouais, honnête, je suis ça d'accord. m'intéresse à Mm. mort. Après, Sean O'Malley contre Cory Sandhagen, c'est un combat qui m'intéresse depuis super longtemps et je crois que beaucoup de fans seront d'accord Depuis, avec moi là-dessus. depuis 2021? Pourquoi 2021? Bah, quand ils se sont affrontés. O'Malley... Non, je parle de O'Malley et Sandhagen. Donc, Ah, autant, excuse-moi, autant excuse-moi, la j'ai compris revanche, Peter autant la Yan revanche. Mais les deux Excuse-moi. m'intéressent en fait. O'Malley contre Ah, Peter Yan sur 5 rounds pour la ceinture, ça m'intéresse à mort comme revanche, il y aura un narratif de dingue. Autant ouais. Sean O'Malley contre Cory Sandhagen, Oui. je pense qu'on est tous, enfin on veut tous voir ce combat à un moment dans notre vie. Ah, mais moi, enfin, ouais, je comprends, mais par contre, je le veux pas avant. Pour moi, Peter Yan, il est sur 2 victoires, Ouais, et il est prioritaire, entre guillemets, tu vois. clairement, ben, je peux être aussi fan de Sandhagen que je veux, je peux pas être biaisé là-dessus. Pour moi, c'est ça le problème de son call-out, c'est qu'il y a Peter Yan qui mérite Bah, davantage. oui. Et puis ouais, ouais. Et en plus de ça, ouais, Et on que l'a lui, dit, il a ok, juste. Merab a vraiment roulé sur Peter Yan, mais Peter Yan a vraiment progressé depuis ce combat et c'est un rematch qui me plairait aussi. Ouais, non, ouais. S'il devait y avoir un combat, moi, ce serait. Enfin. Bah non, là, c'est. Ouais. Le Non, je vois. seul, le seul, c'est Bautista en cas de victoire sur Vera Contre contre Sandhagen. Sandhagen. Ouais. C'est ce que je dis. Enfin, la division est un peu complexe dans le top parce que t'as pas d'autre. La revanche maintenant entre Umar et Sandhagen, c'est trop tôt, je trouve. Ça m'intéresse pas. Oui, je suis d'accord. Marlon Je pense. Vera, même si Marlon Vera bat Bautista, je trouve pas qu'il mérite une revanche contre Sandhagen non plus. Ok, c'était une split, mais c'est parce qu'il y a un juge qui était complètement bourré. Et donc, tu Bah, regardes sinon, la derrière. revanche. Ah, Si, ouais, il y avec a Son Yadong. Song Yadong, moi, je trouve que ça peut Ouais, être une bonne revanche, hein. ouais. C'est peut-être la deuxième. Ouais. En fait, tu dois attendre Vera contre Bautista. Si Bautista fait une sale performance contre Vera, c'est peut-être ça le combat à faire. Ouais. Et par contre, si c'est Vera qui passe ou si Bautista gagne sur le fil, bah ouais, la revanche avec Son Yadong, ça Song semble Yadong, je trouve logique. c'est pas mal parce que c'était pas si net que ça, la victoire, tu vois. Il y a un Ouais. narratif autour Et en de plus, le cette combat était blessure. chouette. Et le combat était chouette. Mm. Jusqu'à l'entrée du 5e, quoi. Comme main event, on va passer là. Renier de Rieder contre Nikal. Je vois beaucoup de monde critiquer Bon Nikal. Moi, j'ai envie de commencer par plutôt souligner la très belle performance de Rieder. Je l'ai trouvé très solide. Oh là Alors, là. déjà, j'ai vraiment kiffé le combat, personnellement. Je trouve que c'était du bon niveau. Et Ouais. pour moi, de Rieder a fait du bon taf. Ah bah écoute, je pense qu'il a été surprenant
qu'il était très, enfin, surprenant, je pense, et pour nous, entre guillemets, mais pour Bonical, je pense qu'il a été surpris un petit peu de sa volonté de gagner, de son physique, de tout, quoi. J'avoue, Il est il est arrivé, large. hein? Il est large. Il est large. Mais ça, ouais, je le sais pour l'avoir croisé sur plusieurs événements. C'est un géant, le gars. Non, Vraiment. et puis il était déterminé, hein. Ouais, pression, chercher à toujours être à distance de frappe. C'est lui qui a initié la lutte. Enfin, c'est lui qui initie le clinch, les tentatives d'amener au sol au Ouais, début. ouais, ouais. Ça lui permet d'aller chercher le corps à corps. Il a bien travaillé le corps, quoi, avec ses genoux, avec ses body shots. Au clinch, très bon. En clinch en MMA, on le Très voit pas bon. trop. Au sol, Même, il renverse même à la l'ouvert. situation. Enfin, Ouais. sur une tentative de guillotine, mais bon, t'es à l'UFC, mon ami. Tu pars sur une guillotine contre un grappleur Jiu-Jitsuka. Tu crois qu'il va. Si tu le fais pas taper comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, Ça, mais la, c'était une enfin, grosse voilà, la erreur. sortie est belle, il va du bon côté, il prend direct Ah la oui. side, ça recompose en deux. C'était beau au sol, ça recompose Ouais. la demi-garde, il repasse vers la side, il y a un moment une menace éphémère du bras-tête. Enfin, Ouais. les échanges au sol étaient vraiment ultra appréciables. Et je pense que mentalement, il l'a mangé, Ouais, quoi. ouais. Mentalement, Je pense il que l'a mangé. Bonical s'est un peu dit, je suis ultra favori, il s'est basé sur les cotes, enfin peut-être pas basé sur les cotes, mais voilà, il s'est aligné sur les cotes en disant, j'ai lui roulé dessus ce gars-là, et comme tu l'as dit, il s'est fait surprendre, quoi. Ah ouais, je pense. Et mentalement, je pense qu'il y avait une vraie différence. Et de toute façon, sur l'aspect du mental, il va falloir, sur cet événement, en tout cas, sur ces deux combats, on pourra même sur du troisième combat qu'on va parler, la question du mental, la question de la détermination, je trouve qu'elle était assez primordiale, quoi. Ouais, c'était Je flagrant. trouve que tu vois, le body language, dans la manière d'être des combattants, tu pouvais directement, très rapidement comprendre qui allait l'emporter dans le combat. À la Ouais, fin du premier round. Il y c'est avait. là où je suis très mauvais moi en analyse, mais c'est vrai que inside, donc après coup, il y avait vraiment une différence d'attitude dans les combats avec les Ouais. vainqueurs. Ouais. Ah ouais, ouais. Je pense que on l'a remarqué, Davison, on se pose tous la question de son réel niveau, s'il est à 100%. Là, Bonical, bon, sûrement qu'il était à 100%, mais physiquement, il y a rien qui a fonctionné. Il était complètement sorti de ce qu'il a pu vivre avant, où il était toujours sur du succès, entre guillemets. Mhm. Et il faut aller chercher dans ses tripes, hein, entre le 1 et 2 pour pouvoir te remettre dedans et trouver d'autres solutions. Et il l'a pas fait, quoi. Ouais, ouais. Il l'a pas Et, fait. ouais. Et en plus, c'est vrai, de Reader, il avait déjà montré des belles choses debout dans d'autres combats. Pas contre Gérald Meerschart, mais au One, il avait une belle victoire là sur un KO ou dans un combat où ça avait été beaucoup debout. Donc voilà, il fallait pas négliger ça aussi. Je Ouais. me demande si Bonical avait peut-être pas négligé le fait que si ça reste debout, ça allait être à l'avantage de Renier. Et c'est beau. Moi j'aime bien les combattants qui considèrent les frappes au corps. C'est pas souvent Ah vu oui. ça en MMA. Et là, franchement, on a senti à chaque frappe au corps, que ce soit un genou, que ce soit un crochet au corps, même au sol, un moment. Il envoie juste deux petites frappes à partir de la demi, je pense, au corps. Mhm. Et tu sens que ça crée une réaction, ça crée de l'espace et ça permet à De Reader de progresser sa Mais il était position. bien Donc, touché. ouais. Ouais, il était Et vraiment bien d'ailleurs, touché. ce KO qu'il lui place avec ce genou là, tu vois Bonical qui a son bras comme s'il était en écharpe au niveau du ventre. Donc il défend pas en descend le coude, mais je crois qu'il met sa main carrément comme ça, son bras en écharpe, tu vois, pour protéger. Et il se fait mettre KO quand même, hein. Ouais. Très solide performance, moi je trouve. Je suis plutôt content pour Régnier de Reader. Ouais. Faut rappeler quand même qu'il était au ONE FC dans un contrat apparemment qui était catastrophique. Ouais. Qu'il a été double champion, c'est ça, hein? Double champion à la recherche d'être triple champion, ouais. Et voilà, une sorte pas une reconversion, mais de pouvoir changer, passer d'un événement où tu étais un petit peu la star de l'événement et de tout recommencer à l'UFC, où je pense pas qu'il avait les mêmes Conditions, ouais. conditions financières, entre guillemets, Ouais. même si ça semblait très compliqué du côté du ONE FC. Et ben voilà, des fois, ça peut être un petit peu qui tout double. Il faut quand même une Mhm. grosse confiance en soi pour se dire, OK, je vais m'asseoir sur pas mal d'argent, sur peut-être 6 chiffres pour retourner à 5 chiffres, tu vois. Et là, qu'il puisse gagner de cette manière-là, je pense que ces 6 chiffres, il va les retrouver Ouais. et le succès aussi, quoi. Donc, très content pour cette victoire pour lui, en tout cas. Ouais, moi aussi, parce que je l'avais croisé. Donc, la dernière fois que je l'ai croisé, c'était justement
quand il voulait combattre au One, et je l'avais croisé à son club, et il était déprimé. Hein. Et quand je te dis qu'il était déprimé, tu sentais dans sa façon de se tenir, dans sa façon de parler, qu'il était mal de sa situation au One FC, quoi. Et qu'il il disait, il n'avait pas de moyen de sortir du contrat, c'était un contrat béton, quoi. Donc ouais, ça faisait plaisir de voir quand il est sorti du contrat One FC, qu'il a signé à l'UFC, maintenant qu'il est à 3-0 avec une très belle prestation ici, un bon nom qu'il accroche à son palmarès. Ça va le faire monter dans le classement. Et c'est de mieux en mieux. C'est cool. Hein. Sur le côté, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, évidemment, je le connais depuis très longtemps. Ça fait énormément plaisir. Et donc, justement, parlons un peu de ce step-up vers le haut. Là, il fait un call-out de Sean Strickland. Personnellement, je pense que c'est un tout petit peu trop haut. Moi, j'aimerais le voir soit contre Dolidze, soit contre Brendan Allen. En termes de style, c'est vraiment, ça correspond. Ce sera de très bons tests. En termes de classement, ça fait sens aussi. Et je pense que ça peut offrir de beaux combats, que ce soit contre Roman Dolidze ou contre Brendan Allen. C'est deux oppositions qui me plairaient énormément. Ouais, je suis plutôt d'accord. Strickland, je pense qu'il a clairement le style pour pouvoir le mettre en grande difficulté et puis faire un gros bond en avant. Maintenant, effectivement, je pense que ça va être difficile d'obtenir un combat comme ça c'est sûr. Ouais, parce en plus, voilà, Bonne Nickel, il avait une hype. C'est pas, il n'a pas battu un gars super expérimenté. Ça ne justifierait pas un si haut bond vers l'avant. C'est déjà arrivé, hein. C'est déjà arrivé, mais je pense que voilà, Dolidze ou Allen, c'est vraiment la bonne étape. Je pense aussi que ça peut être bien. Après, ça fait un petit peu, entre guillemets, hein, du ménage chez les grappleurs de la catégorie, tu vois. De les faire un peu s'affronter ensemble. Ouais, il y en a tellement des grappleurs de haut niveau en middleweight. Ça fait longtemps qu'on le dit que les grappleurs sont en train de vraiment monter chez les 84. Ouais. Voilà, je pense que Allen, on a vu ses limites. Donc, si tu fais un Renier de Rieder contre un Allen et que Allen perd, c'est pas grave qu'il continue sa descente. Ouais. L'UFC n'y perd pas grand-chose. On va dire ça comme ça. Non. Ouais, sans manquer de respect à Allen, mais voilà, il est bien monté, mais là, on a vu qu'il percera peut-être pas dans le top 5. Ouais, non, Renier de Rieder, je pense qu'il doit sauter, il doit bien remonter 4-5 places dans le classement, effectivement, et entrer porte de top 10, clairement. Ouais. Mais il y a de quoi faire, il pourrait très bien... Et Dolidze, oui, ouais, c'est deux belles propositions que je mets sur la table. Hein. Ouais, il pourrait monter jusqu'à Cannonier, peut-être. Ouais, l'opposition me plaît un tout petit peu moins, là. Je pense que je suis vraiment fan de l'opposition, parce que autant Allen que Dolidze, ils peuvent être dangereux debout, et ils ont un très très bon sol. Donc face à Renier de Rieder, tout l'ensemble des arguments pour m'exciter à regarder un combat est présent. Alors peut-être que dans ce cas-là, Dolidze, il est sur 3 victoires d'affilée. Hein. Ouais, j'avoue. En fait, ouais. Sur le narratif, les deux, 3 victoires d'affilée. Il faut. Ouais. Si tu dois faire du tri chez les grappleurs, entre guillemets, Dolidze, c'est le top, quoi. Ouais. C'est peut-être Brendan Allen, il est sur combien? 3 défaites d'affilée? Ouais, c'est ça. En fait, Dolidze, c'est la meilleure option. Ah ouais, par rapport au narratif, par rapport au style même. Ouais, c'est vraiment un combat qui me plaît énormément. Tu sais quoi, ça me dérangerait même pas que ce soit un main event de Fight Night. Pour un 5 rounds. Vraiment. Ouais. Dolidze a déjà fait plusieurs main events, notamment contre Imavov. Il en a fait un autre il n'y a pas longtemps. Donc, il a le profil des main events. Et donc, Renier de Rieder, maintenant, il prend sa hype. Je pense que oui, ça pourrait le faire. Ou alors UFC Paris, tu vois. Ouais. C'est de... Pas main event, mais UFC Paris. Non, pas main event, mais un co-main event, franchement. Ouais. Il s'entraîne où, Dolidze, aux États-Unis? C'est une bonne question, tiens. Foulala. Ah oui, il avait Nick Sick dans son coin. Contre Imavov, il avait Nick Sick dans son coin. Donc, ouais. Donc ça vient de là, ouais. Voilà, on a notre co-main event de l'UFC Paris. Magnifique. Ouais, why not, franchement. Ça va faire venir les fans hollandais, c'est nickel, quoi. Ouais, bah écoute, c'est vrai que des co-main events internationaux, on en a déjà eu à l'UFC Paris. Hein. Paris 1, c'était Whittaker contre Vettori. Donc, c'était solide, hein. Ouais. Et on passe au... Bah, ils n'ont pas eu le Fight of the Night, mais non, ça a distribué 4 performances cette fois-ci. L'UFC a décidé de faire 4 performances of the night, mais Mason Jones contre Jeremy Stephens, ouais, là, franchement, c'est abusé, quoi. Ah ouais, complètement abusé. Mais quoi, il faut regarder parce que moi, je vous avoue, j'ai pas regardé les autres combats, j'ai juste vu D-Road contre... Ouais, on enregistre tôt, les gars, donc on a décidé de mettre une priorité sur les combats qui nous intéressaient le plus.
Attends, c'est quoi qui chope les performances? Donc, Cory Sandhagen prend en performance, Renier de Rieder prend en performance. Bekoev, ouais, en plus j'ai regardé Bekoev. Ouais, ça mérite. Honnêtement, non. Franchement. Et alors, Kwang Lee ressort en performance, ça j'ai pas encore vu. Ouais. J'irai voir, mais honnêtement. Bon, nous, c'est Fight of the Night. Pas Ouais, ça. c'est ça. Pour moi, Mason Jones contre Jeremy Stephens, ça mérite un Fight of the Night. Voilà, comme on l'a dit dans la preview, je comptais regarder ça sans la casquette fan de stratégie. J'ai absolument kiffé. Finalement, on peut même dire qu'il y avait un petit truc niveau stratégie dans le round 3 ouais. avec un Mason Jones qui vient dominer en lutte en remarquant dans le 1 et dans le 2, dans la fin du 1 et dans la fin du 2 qu'il avait un large avantage là aussi. Franchement, j'ai kiffé son travail. Hein. Nous, quand on avait analysé Mason Jones pour Donovan, on avait dit il a un excellent jab. Son style bagarreur fait qu'on fait pas trop attention à son jab, mais il a un superbe jab et là, franchement, il a super bien utilisé. Travailler au corps, les crochets au corps. Chouette à voir dans la poche. Alors oui, il y a des prises de risque et ça a toujours été son défaut. C'est pour ça qu'il n'a pas percé à l'UFC dans son premier run, je pense. Mais voilà, on va pas s'en plaindre. Tentative du coup de retourner dans le round 3 après un crochet avant, superbe. Quelques kicks qui montrent un background caché en taekwondo. Ça, les gens ne le savent pas, mais il a un background en taekwondo. J'ai vu quelques séquences d'entraînement aussi quand on l'analysait pour Donovan. C'est assez impressionnant, sa souplesse de jambes. Et un Stephens qui répondait, quoi. Il envoyait des parpaings, mon gars. C'était des missiles, quoi. Oh. Si vous n'avez pas vu le combat, vous vous coupez, vous allez regarder le combat. C'était. Ouais. En fait, si Mason Jones n'avait pas fait sa première tentative à l'UFC, que c'était pas son deuxième run, franchement, tu te dis, il faut monter dans le train de Mason Jones, quoi. Quand tu vois un combat comme ça, tu connais pas son passif, tu te dis, c'est quoi ce type en termes de technique, de violence, d'agression. Ouais. Techniquement, c'est vraiment trop cool, quoi. Ah ouais, c'est la un gestion jeu vidéo, de la distance, hein. Ouais, c'est ça, jeu vidéo. Franchement, c'est un jeu vidéo, donc il est capable de boxer, d'être très agressif debout, d'enchaîner des combinaisons, des très très belles combinaisons avec des uppercuts, des crochets au corps, son jab bien droit, enfin avec un bras bien tendu quand ça touche, ça fait mal. Et puis alors les kicks. On a les calf kicks, bien sûr, mais il envoie un spinning wheel kick. Et là, c'est quoi ce truc? Spinning wheel kick. Un peu plus tard, spinning back kick au corps. Tu fais, dans la variété des frappes, à un moment, sur les coudes, il esquive, il y a un coup de coude retourné qui passe. C'était un coup de coude ou un bras, ou je sais plus, un backhand. Incroyable. En lutte, on en parle, mais dans le troisième, franchement, sa lutte, elle est, bon, c'est pas une lutte de lutteur en soi, hein. Il shoot dans les jambes, à un moment donné il est au clinch, changement de niveau, il re-shoot, incroyable. Clairement ce qui lui manque, c'est je sais pas, j'ai l'impression qu'il lui manque un tout petit peu de chance à ce type-là, tu vois. Ouais. Parce que quand tu vois la tournure, tu te dis il va y avoir un KO à un moment donné, il va le trouver son KO. Et non, il y arrive qu'il prend encore un petit coup et que ça doit continuer, que ça saigne un peu. C'était un combat incroyable. On peut peut-être quand même mettre du crédit quand même à Jeremy Stephens. Parce que voilà, c'était pas non plus un punching ball quand même, ça reste un. Mais il est resté dangereux. Quel combat, quoi. Quel combat, c'était impressionnant. Et le cardio, hein. Et le cardio, ouais. Et nous, on peut donner d'autres anecdotes évidemment sur Mason Jones qu'on voit pas à l'écran, parce qu'on a l'anecdote de Donovan. Hein, quand il est revenu du combat, il nous a dit j'avais l'impression de taper un rocher, quoi. Le mec a la tête dure. Genre, il se faisait mal aux mains en le frappant, quoi. Il tapait son visage, il avait mal aux mains. Et il disait aussi, il a la frappe très très lourde, quoi. Il n'avait pas l'habitude de prendre des frappes dans lightweight et que ça tape aussi fort, quoi. Donc, non, c'est Mason Jones, j'étais vraiment vraiment impressionné. Alors, tu disais que c'était un petit peu ce qui lui manquait, c'est de manquer un peu de prudence, c'est ça? Ouais, dans son premier run, c'était vraiment ça. J'ai l'impression qu'il a tout pour percer très haut, mais il aime trop la bagarre et ça peut se retourner contre lui. D'ailleurs, ça s'est retourné contre lui contre Mike Davis, hein, qui était un superbe combat aussi. Qu'est-ce qu'il avait d'autre comme combat? Mais il a pas eu de chance. C'est vrai que quand tu parles de malchance, il était en train de tuer Alan Patrick et le combat se finit sur un hypo ou un truc comme ça. Il bat David Onama après, qui est resté à l'UFC, lui. Hein. Et qui est en train de faire une belle ascension. Ouais. Combat serré contre Ludovic Lane. Et il se fait sortir, quoi. Et il se fait sortir, ouais. C'est dingue, hein.
Parce Et qu'en là, il fait, il vient était à. Ah ouais, mais 1-2. 1-2 avec un no contest, et 1-2 son no no contest, contest. franchement, c'est une victoire, tu vois. Bah Donc, ouais, ouais, ouais. ça a été sévère la sortie. En plus, les défaites, c'est Mike Davis dans tes débuts, sur un Fight of the Night de dingue, relativement compétitif. Et ta deuxième défaite, c'est Ludovic Klein. Il faut pas. Dans un Ouais, combat. moi j'ai l'impression que, franchement, regardez le combat, dites-moi, mais j'ai l'impression que c'est vraiment des fois, il a la poisse, quoi. Dans le Ouais, sens, un combat comme cette nuit, il y a un moment donné, bah t'as un petit facteur chance qui fait que tu mets KO le gars, tu vois. Et ouais. non, là, c'était plutôt facteur chance de l'autre côté où il se fait un petit peu sonner sur une sortie, sur un contre. Et tu Mhm. fais, putain, mais c'est pas vrai, quoi, tu vois. T'es en train de le tabasser au deuxième, et puis boum, tu prends un mauvais coup, et genre, il shoot double leg pour essayer Ouais. de. Tu fais, c'est pas possible quand même. Il Après, lui moi, manque. voilà, il y a une satisfaction quand même. Bon, pas Oui. pour lui, mais pour nous, les fans, ça nous a permis d'apprécier 15 minutes ce combat, quoi. Bon, le troisième round, sympa si c'était pas non plus. Non, bah, après, ça montre qu'il a fait un Voilà. ajustement, qu'il a une bonne lutte, un bon sol dont on parle Et jamais parce qu'il le montre pas vraiment, quoi. ouais, voilà. Et je pense que sur ce plan-là, il a vu. Enfin, le chemin de victoire, clairement, s'est présenté au premier quand il a mis au sol, quand il a pris le dos, qui était pas loin de. Mhm. À 10 secondes, il se place pour un étranglement arrière. Mais pour autant, il a été très généreux envers nous parce qu'il aurait pu plonger dans les jambes au deuxième, tu vois. Ouais, Le ouais, chemin ouais, de ouais. victoire, il était là, hein, C'est clair, et c'est il clair. l'avait déjà découvert la fin du premier. Et non, au deuxième, bah, ça Mais cartonne pendant 4 minutes. tu vois, c'est là où je pense qu'il y a son manquement. Il est pas assez stratège. Parce que voilà, il prend des risques. Finalement, le gros contre de Jeremy Stephens dans un monde parallèle, ben, ça l'assomme, tu vois. Ouais, Et donc là, si c'est assommé dans le deuxième round, tu dis, bah attends, à la fin du premier round, tu avais un chemin clair vers la victoire que tu aurais dû prendre si tu étais stratège. Et donc c'est ça qui lui manque. Il aime trop cette bagarre et ça s'est retourné contre lui. Bah ouais, quand t'es contre un Ludovic Klein, quand t'es contre un Mike Davis, bah ça passe pas, quoi. Et donc c'était deux défaites qui te font sortir de l'UFC sur ton premier run. Et je pense qu'il a les compétences pour, avec une stratégie, battre un Mike Davis ou un Ludovic Klein. ah, pour moi, alors Ludovic Klein, il est quand même chaud, hein. Il est quand même très très chaud. Ouais, Mais c'est vrai. oui, oui, Mais je te rejoins. c'est pas un 80-20 Ludovic Klein contre Non, Mason Jones. Donc non, il y tu a as des raison. vrais chemins de victoire pour un Mason Jones préparé avec une stratégie. Ouais. Moi, je Parlons lui de la demanderais. suite. Ah Vas-y, ben, vas-y. pour moi, la revanche Mike Davis, hein, il faut remettre les pendules à l'heure, tu vois. J'aime bien l'idée. Je Ou l'ai le du... noté. J'ai noté. C'est vrai? Ouais, j'ai noté 4 noms. Pour moi, il faut un peu rester sur cette lancée où tu sais que ça va être fun pour le public. Donc il y a Mike Davis, la revanche. Il y a Terence McKinney, qui serait une chouette Ouais, option. ouais, ouais. Trevor Peak pour un combat super drôle. Donc, je sais pas si tu vois qui c'est, mais c'est celui qui envoie des Hammer Fist debout, là. Tu vois? Non, je Je sais vois pas pas si t'as... trop. Non, à chaque combat, il est debout, il envoie des coups comme ça. C'est super drôle à voir. Donc là, ce serait vraiment fun, tu vois. Ce serait vraiment drôle à regarder. Sinon, UFC en Europe, peut-être UFC Paris, Jay Herbert. Les deux étaient au Cage Warriors, les deux ont eu cette ceinture lightweight au Cage Warriors, pas au même moment, donc ils sont pas affrontés là. Ces combats qui auraient pu avoir lieu au Cage Warriors et qui ont finalement lieu à l'UFC, en général, ils font plaisir. On a eu Wood contre Charrière il y a pas longtemps. Hum, hum, hum. C'était chouette qu'il Ouais, l'ait c'est fait. vrai. On aurait pu avoir Wood contre Shore à un moment, qui aurait fait plaisir aussi. Voilà, les anciens champions Cage Warriors qui se rencontrent à l'UFC, c'est un truc qui me plaît bien. Donc pourquoi pas Jay Herbert contre Mason Jones à l'UFC Paris. Ouais, écoute, moi je trouve ça très bien. Alors franchement, si vous n'avez pas vu ce combat, allez regarder le combat contre Mason Jones. On l'espère, moi je l'espère en tout cas qu'il pourrait être sur la carte de l'UFC Paris. Ça lui fait quoi, 4 mois Tu qu'il se parles prend un de petit. Jones contre Davis? Mason... Ouais, Mason Jones, Ouais. peu importe qui, tu vois, mais avoir. Non, d'aller voir le combat de Mason Jones. Ah oui, Qui oui, a que essayé Mason Jones de soit à voir ce Paris, peu combat-là importe où. pour Ouais, vous ok. hyper si vous connaissez pas le combattant, parce que je pense que Mason Jones pourrait être sur la carte de septembre, je l'espère. Et effectivement, peu importe contre qui. Moi, j'aimerais bien le voir contre. Bah là, comme tu disais, là sur les deux derniers noms, Trevor Peek Jay ou, Herbert. ou Jay Herbert. Je pense que je pense qu'ils les passent tous les deux. Ouais, Je ouais. pense que les autres dont on a parlé, c'est un peu plus compliqué. Je pense que par exemple, un Davis, c'est clairement faisable, mais tu auras Mike Davis, je pense pas que tu auras le highlight que j'aimerais avoir, tu vois. Ouais, ouais. Et je pense que Mason Jones, l'UFC doit un petit peu le récompenser pour le combat qu'il a fait cette nuit.
Il n'a pas eu de performance, ce qui est pour moi un scandale, tu vois. Mais ils doivent le récompenser parce que... Et puis Stevens aussi, hein, parce qu'ils ont été ultra généreux, ils sont mis une guerre. C'était... Une belle guerre. Une belle guerre. Une belle guerre. Et Mason Jones, tu peux plus le traiter comme ça, quoi. À quel moment tu as un combattant aussi technique, aussi agressif, aussi violent, qui te fait des aussi beaux combats et tu le vires, ça n'a pas de sens, tu vois. Ouais, ouais. Et en plus, tu as un angle narratif aussi, parce c'est l'ancien double champion Cage Warriors. Hein. Il fait partie des rares doubles champions Cage Warriors. Ouais, alors ça, je sais pas trop si. Mais voilà, je pense que faut pas oublier que c'est bien beau d'avoir des gars qui gagnent, mais l'UFC a été capable de récompenser aussi des gars qui viennent pour être généreux, tu vois. Mm-hmm. Ah, et maintenant que les gens savent peut-être qui est Mason Jones, parce que j'avais fait un tweet à ce moment-là, quand les gens se posaient la question de il y a qui pour Saladin Parnasse en dehors de l'UFC. Bah, avant que Mason Jones ne re-signe à l'UFC, j'avais mis ça sur la table. J'avais dit, moi, c'est un combat que j'aimerais voir, Mason Jones contre Saladin Parnasse. Maintenant que vous avez vu ce combat, vous comprenez pourquoi j'avais demandé à avoir ce combat au KSW. Ouais. Mais pas Saladin Parnasse contre Mason Jones, parce que là, je pense que ça va être compliqué. Ouais, non, pas Pour Mason maintenant, Jones. Ouais, mais et c'était vraiment. Et pour ceux qui s'amusent à aller revoir les anciens combats de Mason Jones, bah celui contre Donovan Desmaé est disponible sur le Fight Pass, l'UFC Fight Pass. Allez voir parce qu'il était vraiment. Enfin voilà, nous on était évidemment très investis émotionnellement dans ce combat. Il était très très chouette à regarder aussi. Hein. Et alors juste pour revenir sur Jeremy Stevens, parce qu'on en a pas parlé, mais faut être deux pour faire un incroyable combat. Écoute, franchement, performance. Ouais, moi je trouve que... Alors peut-être qu'il a été surpris un petit peu de l'intensité du combat et du niveau de Mason Jones. Il s'est peut-être dit, bon c'est bon, je suis assez à la maison, je reviens, je vais avoir un combat. Le mec il s'est fait sortir de l'UFC. Mais il reste encore compétitif, quoi. Ah bah oui, on avait dit, hein, quand il a sauté de l'UFC, lui il est allé vers le BKFC où il a fait du bon taf, vraiment du bon taf. Et je suis en train de regarder son palmarès, quoi. C'est chaud. Donc sa dernière victoire c'est contre Josh Emmett. Hein. Ouais, sa dernière victoire, c'est contre Josh Emmett, c'est pas rien. Après, il perd contre Aldo, aucune honte. Il perd contre... moi, j'ai sa dernière victoire contre Miles Price, moi. Attends, je sais pas. Non, MMA. Jérémy Price, c'est en boxe. Tu dois filtrer la boxe et le BKFC. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Donc, moi, j'ai filtré... Ah, mais attends, non, pardon, oui. Je suis sur UFC Stats, moi. Je suis dernière victoire UFC. Pardon. Parce qu'il a combattu au PFL, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais, contre Miles. Exact. Non, mais par contre, c'est clair que son record, une fois que tu enlèves les trucs là sur Tapologie, son record en MMA, c'est 28-20. Sur ses... et la fin, ses 10 derniers combats, c'est la cata. Hein. Mais regarde à l'UFC, quoi. Il prend Aldo, il prend Zabit Magomedsharipov, il prend Yair Rodriguez, il prend Qatar, il prend Gamrot. C'est pas des petits noms non plus, quoi. Ouais, bien sûr. Mais sur ses 10 derniers combats, il est à 2-8. Hein. Ouais. 2-8. Alors oui, dans les 8, effectivement, comme tu l'as dit, Aldo, Sharipov, Rodriguez, Qatar, Gamrot. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, ici, lui aussi, tu dois pas lui faire un cadeau, mais... Si. À un moment donné, pour bon et loyaux service, tu fais un cadeau au prochain, quoi. Je suis en train de regarder, je me dis, Vucenic, c'est pas un cadeau, mais ce serait un fun combat, Vucenic contre Stephens. Je viens de te dire de mettre un cadeau, quoi. Ouais, je sais, c'est pas un cadeau, mais c'est juste que je regarde, je vois le nom, je me dis, tiens, ça aussi, ça me dérangerait pas à l'UFC Paris, tu vois, tu mets Vucenic contre Stephens, oui, bien sûr. Je suis content, quoi. Ouais, bien sûr, mais bon, c'est ni un cadeau pour l'un, ni un cadeau pour l'autre. Ouais, alors tu dois lui mettre un AJ Cunningham ou un truc comme ça, quoi. Ouais, tu descends bien dans le classement, ouais. Clairement, pour le relancer. Ok, Brian, tout grand merci, les amis, bon dimanche à vous, à bientôt, ciao. Ciao tout le monde. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous sommes actuellement en train de réfléchir aux futurs projets Fight Minds. Ces projets nous motivent car ils permettront de se rencontrer en voyageant ensemble pour voir des UFC ou au travers de séminaires MMA. Pour cela, nous aimerions mieux connaître notre communauté. Nous t'invitons donc à répondre à un rapide questionnaire que tu trouveras en description de la vidéo. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Yoko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire, rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis
Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oco produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oco traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oco a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.